Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'été Smart sur Bismart durant une heure comme chaque soir. C'est reparti de plus belle pour 2021 depuis hier. Et puis pour toute la semaine, on démarrera l'émission, enfin juste après la petite question apéritif, on démarrera l'émission avec les anticipations 2021 de mes deux invités comme hier. Je leur demanderai dans quelques instants à la fois une prédiction pour 2021, sous-entendu quelque chose d'assez probable, et un souhait qui pour le coup n'est pas forcément probable, mais voilà, qui serait leur souhait pour cette année 2021 dans tous les domaines. Alors bon, si c'est de l'économie, c'est tant mieux, hein, pourquoi pas, mais ça peut être autre chose, ça peut être dans la vie, dans nos modes de vie, dans la géopolitique internationale, pourquoi pas. Bref, tous les sujets sont ouverts. Et puis quand même, dans une deuxième moitié d'émission, il y aura un débat plus cerné par mes soins avec un titre de débat décidé, proclamé à l'avance. On se demandera comment choisir entre patriotisme économique et attractivité. Pourquoi me direz-vous ce sujet? Parce qu'en fin d'année dernière, c'était un des dossiers, alors qui n'a pas été sur le devant de l'actualité tout le temps, un des dossiers de l'année 2020, le sort d'une petite PME dans l'optronique qui s'appelle Photonis, qui devait être vendu à un Américain, puis finalement, à la toute fin d'année, le gouvernement français a décidé a dit non à cette cession. Voilà, ce qui pose la question, c'est une première en France, a fortiori alors que l'acquéreur supposé était un Américain et non pas un supposé méchant chinois ou méchant russe. Voilà, ce qui pose la question effectivement de l'équilibre entre cette notion de patriotisme économique et la nécessaire attractivité du pays dont on nous rebat parfois les oreilles un petit peu trop. Mes invités ce soir, à ma droite, Stéphane Van Nuffel. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur dans la finance, cofondateur de netinvestissement.fr. À ma gauche, Laurent Vronsky. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Chef d'entreprise également dans l'industrie, directeur général d'Ervor. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Avant les anticipations 2021, je voudrais vous faire réagir à ce tweet, ce parallèle fait par... C'est un journaliste du Financial Times. Alors, en l'occurrence, son tweet part pas mal d'énergie parce que c'est le rédacteur en chef énergie du Financial Times. Il nous dit mars 2020, le Royaume-Uni, rentre en confinement. L'OPEP n'est pas d'accord, n'est pas capable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Le baril est à $51. Janvier 2021, la Grande-Bretagne entre en confinement. L'OPEP n'est pas capable de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Le prix du baril est à $51 et il nous met une photo donc de ce film dont vous vous souvenez peut-être. Voyons le tweet de ce film Un jour sans fin, le jour de la marmotte en anglais, avec j'ai oublié son Bill Murray, voilà. Bill Murray en photo. Un jour sans fin, c'est cette histoire qui se répète indéfiniment. Alors on pourrait rajouter au-delà des évocations et de l'énumération faite par Monsieur Shepard, on pourrait rajouter en mars c'était il n'y a pas de masque, en janvier c'est il n'y a pas de vaccin. On pourrait rajouter on plonge pour ce qui est de l'activité économique. Là probablement on est quand même en train de replonger pour ce qui est de l'activité économique. Un jour sans fin, le jour de la marmotte. En ce tout début d'année 2021, vous feriez ce parallèle, Stéphane? Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est faire un petit trait d'esprit, si je peux me permettre. Oui, c'est le but. Si on était économiste, évidemment, on pourrait commencer à partir sur la notion de cycle. On sait que ce sont des cycles. Alors, est-ce que c'est un cycle qui se ressemble? Est-ce que c'est un hasard pur? On aurait dans l'économie, comme dans tous les camps qui s'opposeraient ou iraient dans le même sens. Après, moi, je vais plus le prendre sur l'angle de l'entrepreneur, c'est-à-dire du créateur d'entreprise. Vous savez ce qu'on dit d'un créateur d'entreprise, c'est qu'il n'a pas encore construit son avion, il n'a pas ou fabriqué son parachute, mais il se jette dans le vide en premier, et c'est pendant qu'il chute qu'il construit soit son aéroplane, soit son parachute. Donc moi, le chef d'entreprise que je suis dit que de toute façon, des crises, qu'elles soient systémiques, économiques, même si on pourrait revenir sur le fait qu'on voit arriver la chose, là on est sur une crise sanitaire, qu'on aurait pu voir arriver ou pas. C'est tellement surprenant ce qu'on vit depuis maintenant, grosso modo, 12 mois, parce que la Chine, ça a démarré en décembre 2019, donc c'est 12-13 mois, tellement surprenant qu'on pourrait voir, je suis sûr, plein de coïncidences à plein de moments. Là, c'est juste qu'on focalise énormément sur les Anglais, qu'il y a ce petit côté patriotique français de se dire... tiens, c'est un Anglais, évidemment, donc il parle de... J'ai repéré, ça m'amuse. Non, mais voilà, pourvu que les Anglais... Pourvu que les Anglais payent un peu la note de leur choix de partir, mais ça, c'est autre chose. Là, très clairement... l'OPEP n'a jamais trop été d'accord depuis les années 70. De façon générale, oui. Ils ont été d'accord au départ pour mettre un peu le système à plat dans les années 70. Depuis,
faut reconnaître qu'ils sont tellement différents au sein de cette organisation que le cours du baril ne se fait pas vraiment à l'OPEP. Je pense que d'un point de vue géopolitique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, oui. Voilà. Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'entre le baril à 51 $ en mars et le baril à 51 $, là, en janvier, il a fait le yo-yo, le baril, avec Je peux faire le même rapprochement entre Netflix à deux périodes. Il a été à zéro, cette idée d'éternel recommencement, Laurent, entre mars dernier, alors là, on pourrait dire, effectivement, on pourrait rajouter première vague, troisième vague, etc., et janvier 2021, là aussi, l'optimisme de l'entrepreneur, on en parlera évidemment juste après, hein, ou le sentiment de l'hamster dans la roue, là, qui... La question philosophique fondamentale de savoir est-ce que l'histoire est cyclique ou est-ce que l'histoire est une asymptote, je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, le principe des historiens, c'est de rappeler qu'on a déjà vécu le truc, en fait. C'est vieux comme le monde. Bon, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est finalement la seule chose qu'on apprenne de l'histoire, c'est que les hommes n'apprennent rien de l'histoire. Bon, les crises, par définition, elles arrivent toujours là où on les attend le moins, je dirais de la manière la plus inattendue. Bon, nous, les entrepreneurs, je dirais, on est comme un chat qu'on jette du 7e étage. On ne sait pas exactement où on va atterrir. Par contre, il faut qu'on apprenne à retomber sur ses pieds. Bon, moi, je vais casser ma longue barbe. Moi, j'en suis à ma 5e crise. Ouais. Bon. Je dirais que celle-là est différente, mais celle d'avant était différente de celle d'avant, et celle d'avant était différente de celle d'avant, qui était différente de celle d'avant. Bon, non, mais l'idée qu'entre le début de cette crise, on ne parle pas d'une crise précédente, mars 2020, on parle de celle-ci, effectivement, et 9 mois plus tard, 10 mois plus tard, effectivement, qu'on soit un peu oui, mais on sait, par définition, on ne sait jamais quand ça commence et on ne sait jamais quand ça termine. Comme toutes les crises. Comme un bon film. Mais comme la vie, quoi. Comme la vie au quotidien, de toute façon, à fortiori dans l'entreprise. À fortiori dans l'économie et l'entreprise. Comme la vie. Allez, tout de suite, vos anticipations 2021. Anticipation 2021, c'est donc l'exercice infligé à mes invités en première moitié d'émission toute cette semaine. Une prédiction, un souhait. Et puis, à partir de là, on débat. Allez, je commence par vous, Laurent. Une prédiction, donc je le disais en sommaire, la prédiction par rapport au souhait. La prédiction, c'est du possible, voire probable. Et puis le souhait, là, ça peut être plus personnel, ça peut être plus iconoclaste ou pas. D'ailleurs, encore une fois, it's a free country, hein, vous êtes libre de ce que vous racontez. Allez, Laurent Hervor, Laurent Wronski, directeur général d'Hervor, votre prévision pour 2021. Alors, l'exercice que vous nous demandez demande quand même une certaine... je dirais qu'il faut être humble, parce que depuis... Oui, parce qu'on enregistre, et puis le 31 décembre... Surtout que depuis 9 mois... On passera à la bande. Non, mais depuis 9 mois, qu'est-ce qu'on est entouré d'experts et de gens qui connaissent des tas de choses, bref. Donc, moi, j'ai plutôt... je pense que à travers cette crise, on va redécouvrir des choses qui nous paraissaient évidentes et qu'on considérait comme immuables. Et donc, je pense que le présentiel, notamment, le fait de pouvoir aller voir ses collègues, le fait de pouvoir passer des fêtes en famille, le fait de pouvoir aller dîner avec des amis dans un restaurant, en physique, le fait de pouvoir embrasser des gens, vous voyez, des choses évidentes auxquelles on n'aurait jamais pensé qu'un jour elles soient menacées. Je pense que ça, on va le redécouvrir différemment. Et je pense que du coup, ça va modifier la priorité qu'on donne à certaines choses. Comme par exemple Comme par exemple, j'ai jamais le temps d'eux. Je pense que cette fois-ci, on va trouver le temps. Que pour beaucoup d'entre nous, on va redistribuer les cartes. Et pour certaines choses, eh bien, on va trouver le temps. Alors qu'avant, il y avait cette... Alors, en faveur de quel type d'activité, en défaveur et au détriment de quel type d'activité alors j'ai l'impression qu'on redécouvre des choses qui sont un petit peu vraies. Par exemple, les valeurs de la famille, les valeurs de l'amitié. Je veux dire, souvent on se dit j'ai pas le temps d'aller voir mes parents parce que voilà, la vie est ainsi faite que. Là, je pense que finalement, on va se rendre compte que d'abord, les gens sont pas éternels. J'invente rien. Hein. Les gens sont pas éternels et que les choses les plus simples, eh bien, finalement, parfois, elles peuvent être menacées. Moi, j'ai grandi, ma génération, les gens qui m'ont élevé ont connu la guerre. Donc, par exemple, quand j'étais gosse, on ne pouvait rien laisser dans son assiette. Et à chaque fois, on me disait, oui, mais moi, j'ai rien à manger, etc. Bon, je vous avouerai, quand on me disait ça, je pense que comme beaucoup d'enfants, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête. Je pense que là, à travers ce qu'on a vécu, alors on n'a pas manqué de nourriture, on a manqué de contact humain, on a manqué de divertissement. On a manqué de beaucoup de choses. On a manqué de contact humain, souvent avec les amis, et parfois à l'inverse, on a eu plus de contact humain en famille, parce que globalement, comme tout le monde était à la maison... Pour ceux qui ont une famille à la maison, mais ceux qui n'ont pas de famille à la maison, ceux qui habitent à 200 ou 300 km,
et qui ont leurs parents ou leurs frères et sœurs dans une région. Oui, non, c'est pour ça, il y a les deux. Je pense que voilà, ça c'est ma prévision. Je pense que sur le télétravail, alors, parce que vous parlez de présentiel, qui effectivement, on a beaucoup parlé de présentiel versus distanciel. J'aime pas beaucoup ces termes-là. À l'occasion de cette espèce de révolution du télétravail qu'on a constaté au printemps. Sur l'aspect du travail au bureau versus le travail à la maison ou le travail au café, alors pas au café en soi, mais le travail bref dans un tiers-lieu, comme on dit aussi, une expression à la mode. Vous pensez aussi que ce sera le retour du travail au bureau ? Je vais vous dire, déjà, il y a... Pour le coup, on dit beaucoup que le télétravail est là pour durer. Voilà. Vous avez parlé de révolution du télétravail. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu une révolution. D'abord, je pense que nécessité fait loi. On n'avait juste pas le choix. Ouais. Bon, donc là, quand on n'a pas le choix... Moi, j'ai une entreprise industrielle où on a besoin de la tête et les jambes. Typiquement, un bureau d'études avec un centre où on fabrique. Je peux vous dire que d'avoir un bureau d'études en télétravail qui, quand il conçoit quelque chose et quand il y a un problème technique, n'est pas capable de descendre dans un atelier, de pouvoir physiquement parler aux techniciens, là, il faut qu'on m'explique comment on fait. Bon, on n'est pas encore à l'époque où il peut animer un robot. Et puis, je pense aussi qu'il y a cette espèce de chose indicible où on peut faire un peu de télétravail. Mais le tout télétravail, comme je l'ai entendu, et d'ailleurs il y a une expression, j'ouvre une parenthèse, mais je me fais plaisir, je suis dans votre émission, l'expression « le monde de demain », moi ça me donne des boutons. C'était l'expression favorite du premier confinement, le monde de demain, le monde de demain. Et on vous resservait. Le monde de demain, plus rien ne sera comme avant, tout ça. Sauce Covid. Bon. Et je pense qu'un peu de télétravail, pourquoi pas, mais on voit bien qu'aujourd'hui, dans le deuxième confinement, il y a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, il y a les gens, moi je sais qu'à l'annonce du deuxième confinement, j'ai été inondé de collaborateurs qui m'ont dit, écoutez Laurent, nous on veut vraiment venir au bureau, on ne pourra pas rester chez nous. Ils ont le droit à un jour, là. Madame la ministre a expliqué qu'il y avait le droit à un jour un peu facultatif sur la base du volontariat à partir de cette semaine. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire une différence entre le bureau et le foyer, qui n'ont pas forcément envie d'être avec la patronne 24/24 et les enfants et tout ce qui s'ensuit. Ou le patron, ne soyons pas... Oui, voilà. Moi, je suis un homme, donc moi, voilà. Et qui aime bien le côté social du travail, vous voyez. Bon. Et donc, on voit bien qu'on peut pas... La vie n'est pas faite... c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc là, on est passé de la révolution au télétravail avec sans doute un ajustement. Et c'est très bien comme ça. Sur le retour des relations personnelles, physiques, du travail au bureau, etc. Un commentaire, et puis après, ce sera à votre tour. En vraiment 30 secondes, une anecdote. Moi, je fais du digital depuis 10 ans. Donc, de toute façon, notre modèle, on a de la chance, c'est comme ça, était prévu, ou en tout cas, était adapté à ce genre de choses. Donc, c'est pas une surprise pour nous, puisqu'on explique à nos clients depuis des années qu'il faut qu'ils arrêtent de se déplacer au cabinet pour faire des placements. Ça sert plus à rien d'aller à la banque. Oui, il n'y a pas l'usine en bas qui fabrique des compresseurs comme le chez Laurent. Pour un chef d'entreprise qui a besoin de monter un projet, oui. Pour faire des virements ou placer de l'argent sur une assurance vie, dans l'absolu, vous pouvez le faire en visioconf ou au téléphone, ça ne changera rien à la qualité de la personne et à son conseil. C'est notre concept depuis le début. Bon. Mais nos équipes sont donc adaptées à ça, parce que notre clientèle est donc cette clientèle qui ne veut plus aller en banque, qui ne veut plus aller en gestion privée. Donc, âge moyen, je dois être un des vétérans, si ce n'est le doyen, j'ai 44 ans, mes équipes, elles ont 30 ans. C'est que des jeunes qui sont diplômés depuis 22-23 ans et puis qui ont 7-10 ans d'expérience, donc qui tiennent bien la route, téléphone, etc. On les a tous mis, nous, au télétravail, 3 jours avant le confinement de mars. Parce qu'on avait appris que de toute façon, ils fermaient les écoles. Donc on savait tous ce que ça voulait dire. Bon. Depuis qu'on a déconfiné, on leur a reproposé au deuxième confinement de retourner chez eux. Ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, le modèle est adapté de chez eux. Donc pour nous, ça ne change rien. On pourrait dire, en tant que chef d'entreprise à l'ancienne, je veux les contrôler, je veux être sûr qu'ils soient là. Mais on s'en fiche. La majorité sont des gens qui gagnent plus d'argent s'ils travaillent plus naturellement. Donc de toute façon, ils le font pas. Ce n'est pas notre problème à nous. Ils ont leurs propres exigences. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ils ont tous volontariat, vous restez chez vous. La DRH nous a conseillé de faire ça. Une question sanitaire, y compris pour nous qui sommes plus âgés et qui pouvons plus nous exposer. 100% a voulu revenir. Peut-être un qui a préféré rester chez lui dans l'informatique, parce que lui, pour le coup, encore moins besoin d'être au bureau, et c'était pas le plus sociable. Lui, il parle à son ordinateur, il parle même pas au client. Parce qu'en fait, ils ont 30 ans, ils ont plus de resto, ils ont plus de bar, ils ont plus d'activités sportives, il leur reste finalement, je rejoins parfaitement Laurent, le côté social de la vision, parce que Laurent disait... De la vie au bureau, en fait, à la boîte. On va sûrement apprendre qu'on communique mal depuis des années. Les réseaux sociaux dont je vais parler, moi, dans mes prévisions et mes souhaits, c'est-à-dire toutes ces innovations technologiques font qu'on communique avec plein de gens, mais derrière un écran, tout le temps. Et en fait, on a perdu. Et on vient de se rendre compte, là, sur les derniers mois, que c'est quand même sympa de se voir, que c'est quand même sympa de se parler en vrai. Et alors, jamais les Français qui disaient toujours, bah non, finalement... les réseaux sociaux, j'ai 8000 amis, etc. Gueule, parce qu'en fait, ils peuvent plus voir les gens
dans les restos aujourd'hui. Donc, ils se Oui. rendent compte finalement que des gens qui ne voyaient pas avant et qui étaient contents de voir que de temps en temps à travers un Ils écran. ont peut-être été un peu naïfs de penser que les 8000, c'était des amis. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Non, mais c'est important parce que dans le travail, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que le côté. Après, ça dépend aussi des jobs qu'on a. Moi, j'ai une boîte qui est plutôt sympa, financière, un peu start-up, donc l'ambiance est plutôt sympa. Je sais que j'imagine que dans l'industriel, il y a des endroits, et je fais confiance à Laurent pour que ça soit sympa aussi chez lui. Non, non, il allait Ah, dire mais que je c'était connais bien sympa aussi. Armand en ouais. plus parce qu'on se connaît depuis quelques temps. Il y a sans doute chez PSA, sur une ligne de montage, un peu moins d'ambiance. Oui, ça. Surtout pour celui qui se fait le troisième, huitième de 23h à 6h du matin. Mm. Donc bon, mais l'anecdote est très drôle parce que finalement ils n'ont pas envie. Parce que l'être humain, en fait, il a quand même un L'avantage, c'est que vu le instinct marché, il n'y a plus grégaire. beaucoup d'usines Ah, automobiles qui fonctionnent 24/24. Mais L'être humain a un vrai instinct grégaire quand même, je Ouais. pense. Voilà. Et donc il a quand même envie de voir les gens et de vivre avec des gens. allez, voilà pour le retour des relations humaines. C'était la prévision de Laurent, la prévision Alors, de Stéphane Van Nuffen. Alors, compliqué. D'abord parce que je vais vous dire, je À- connais à simplifier, quelqu'un, alors, si c'est votre compliqué. serviteur, qui il y a à peu près 15 mois de ça, au mois de septembre, sur un plateau concurrent, avait dit l'économie va bien, parce que je suis un optimiste naïf, et qui avait dit à part une pandémie mondiale auquel je ne croyais absolument pas, le fameux Black Swan. Signe noir, Voilà. voilà. J'avais dit à part ça, je vois pas ce qui pourrait en 2020 mettre l'économie mondiale à terre. Bah voilà. Donc bon, je serais plus que humble, mon cher Laurent, parce que nous étions quelques experts autour de la table. Tout le monde était d'accord que ça n'arriverait pas. Bon, ben voilà, 3 mois plus tard, la Chine, ça démarre. Et on se prend le truc, historiquement, qui n'est jamais arrivé et qui est incomparable. Bien. Maintenant, mes prévisions, qui sont plus tout de suite liées à des souhaits et même à des espoirs. C'est Ah vrai non, que- non, non, il faut une prévision et un Alors, souhait, hein. ma prévision, elle est simple. D'abord, si on fait d'un point de vue mondial, Mm. on va se concentrer, toute l'économie, la finance va se concentrer encore pendant quelques mois sur la résolution de ce problème sanitaire, sur le vaccin. En France, plus que chez les autres, petit aparté pour la blague, puisque les Français attendaient le vaccin, gueulaient s'il n'y avait pas de masque. Maintenant qu'il y a un vaccin et des masques, ils ne veulent pas mettre le masque, ils ne veulent pas se vacciner. Mais ça, c'est ce que j'aime chez mes compatriotes. Bien. Mondialement, vous en avez parlé tout à l'heure en rigolant un peu sur ce jour sans fin sur le pétrole, il n'y a aucune visibilité pour faire une prévision. En vrai, il n'y a aucune visibilité. On regarde les marchés financiers se portent très bien, alors qu'on sait tous que la note économique dans les mois qui viennent va vraiment être à payer maintenant. Le procédure de chômage partiel, en particulier en France, toute la sécurité sociale qu'on a et dont on est fier depuis maintenant 70 ans, elle a servi, mais elle ne peut pas servir comme ça pendant des années et des années. Donc il y a un moment donné, que ce soit en termes de croissance, d'endettement, d'impôts, il va falloir passer à la caisse. Retour à la réalité. La prévision, c'est un retour réel à la réalité. Sauf que tout de suite derrière, qui dit retour à la Mais réalité ça veut dire quoi, alors, concrètement? Justement, retour à la réalité, ça rejoint ce que disait Laurent. C'est-à-dire de dire, on va se rendre compte, sans parler du monde de demain, qu'il faut toujours tirer des opportunités. Donc ma prévision, et elle a commencé à se réaliser, c'est qu'au-delà des choses qui sautent aux yeux... En 5 jours, là, on est le 5 janvier. Non, là. ouais, alors, je veux dire, c'est ça. 2021 va être Allez-y. la suite logique de la Ouais. deuxième moitié de 2020. C'est-à-dire que là, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui prêche parce que c'est mon métier et puis c'est mon énergie depuis des années. Sans rentrer dans le détail, je suis un grand fan d'un économiste autrichien de la première moitié du XXe siècle qui s'appelait Schumpeter, qui a créé un concept double qui est la Joseph, de son petit nom. voilà. Destruction créatrice. Donc en fait, les modèles sont basés sur l'innovation. Et l'innovation, forcément, détruit les vieux modèles, mais ça ne veut pas dire qu'elle est détruite totalement. Et la deuxième chose, c'est que pour qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui ait envie d'innover et de changer son modèle. Quand vous connaissez les êtres humains, c'est pas gagné. Donc ma prévision pour 2021, qui va donc découler sur le souhait, c'est que de toute façon, le monde, c'est pas va changer ou le monde doit changer parce qu'en fait, figurez-vous, et Laurent l'a très bien dit, le monde, il a déjà changé l'année dernière. On s'est rendu compte de plein de choses tellement évidentes qui nous avaient échappé. Donc d'un point de vue économique, financier, concret, finalement, ça s'arrête pas à Netflix ou à Zoom, qui est un outil ou à Teams ou autre Google Meet, qui sont De des travail outils de contrôle. collaboratif. Voilà. Ouais, ou de Ça, contrôle. ça s'entend sur toute l'innovation qui va avec. Évidemment, la santé, avec les vaccins, avec toutes les recherches, etc. etc. Parce qu'en fait, Schumpeter parlait d'un truc hyper intéressant que les gens ne s'intéressent pas, les Français n'ont pas une grosse culture économique. Il parlait non pas d'une innovation, il parlait de grappe d'innovation. La vraie innovation du 21e siècle, fin du 20e, c'est Internet. La grappe d'innovation, c'est-à-dire toutes celles qui en découlent derrière, c'est tout le monde qui a L'univers découlé de cette recherche Internet, qui était une recherche militaire. C'est exactement ce que disait Laurent. C'est-à-dire de dire derrière, en fait, faut pas... Il y a plein de choses évidentes dont on a perdu finalement le lien et qui vont finalement reprendre de la place dans notre vie. Ça ne veut pas dire que ce sera les mêmes qu'en 2019. Ce sera le même mécanisme adapté à un post-crise sanitaire. Et là, c'est mon souhait. Je vous donne un exemple.
Évidemment, je suis dans le digital. Évidemment, je suis fan de Netflix, de Zoom, de tous ces trucs-là. Je suis fan, évidemment. Parce que, pardon, je vais encore le faire et je l'ai déjà fait sur ce plateau. Bah oui, évidemment, on est tous fans de Tesla, on est tous fans de SpaceX, on est fans d'Amazon, on est fans de Google, de Facebook, etc. Bon, très bien. Alors SpaceX, on peut être fan sans y contribuer directement, alors qu'Amazon, c'est un peu différent. Enfin, on n'a pas le même rapport. On est fan de l'énergie. Oui. Oui, excusez-moi, on est fan de l'énergie. Quand vous avez une crise sanitaire, on finit par se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec notre planète? C'est quand même bien qu'il y ait des gens qui aient quand même dans l'idée de nous envoyer sur Mars. Parce que si jamais vraiment ça part en tous les sens, ce sera peut-être sympa d'avoir une colonie pour aller se planquer. Donc, si tout est lié dans l'absolu, si on va très loin dans le raisonnement. Bon. Ça nous emmènerait loin, mais mon souhait, Guillaume, mon souhait très clair, c'est presque un espoir quand je vais le franciser, mais mon souhait, c'est que les gens comprennent qu'il n'y a pas que M. Zuckerberg ou M. Musk pour sauver la planète, ou encore moins M. Bezos. Carrefour, Air France, ils sont encore là. Et en fait, ce qui vient de se passer là, ça ouvre des perspectives. Et je souhaite réellement en 2021 que ces vieux métiers, et ils le feront sans problème, c'est déjà arrivé à chaque crise dont parlait Laurent, ils vont s'adapter et ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà commencé à réfléchir leur process dans le tourisme. Des groupes comme le Club Med, Pierre et Vacances, la Walmart aux États-Unis, le distributeur de grande distribution aux États-Unis, a réadapté complètement ses process de consommation, y compris in situ. On ne parle pas que de la livraison à domicile pour faire concurrence à Amazon. Ils ont réfléchi la livraison, les process, la circulation, la façon dont on parle avec les gens, la protection de leurs propres salariés par rapport à nos projets. Le drive, vous savez, c'est les Français qui ont quasiment inventé ça. Le drive, c'est les distributeurs français, avant la crise. Mais ça réfléchit. Decathlon, le pick and go, c'est Decathlon qui était le premier. Bon, c'est génial de travailler sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces métiers-là, c'est pas des startups avec 15 employés ou 30 comme la mienne. C'est des boîtes où il y a des dizaines de milliers d'employés et on va réadapter leurs process, ils vont réadapter leurs produits. Donc oui, ça ne va pas détruire leur entreprise, ça ne va pas détruire forcément l'emploi de la personne concernée, ça va lui demander de changer. Et le changement, figurez-vous, est une bonne chose. Donc mon souhait pour 2021, c'est que le monde change, pas forcément risite, c'est qu'en fait on s'adapte à tout ça parce que dans chaque crise, dans chaque remise en question, il y a des opportunités. Maintenant, mon espoir pour aller même plus loin pour la petite blague, allez, en 30 secondes, parce qu'après, je vais réagir là. C'est qu'en France, parce que ça va être forcément, on va être les derniers, c'est qu'en France, on n'oublie pas de le faire également. Et je vous dis franchement, le vaccin est quelque chose d'extrêmement inquiétant, y compris dans les sphères financières, des gérants de fonds, etc. Parce qu'on s'inquiète quand même fondamentalement de systématiquement ce contre-pied. Que prend si on regarde l'ouverture du CAC 40 hier matin, les investisseurs n'étaient pas particulièrement inquiets. Pour l'instant, on a ouvert à 1%, plus 1,5% hier. Ça, ce sont les actions. Oui. Les obligations, regardez les cours de ceux qui prêtent l'argent et qui c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les cours des indices et des actions, on n'a pas l'impression que le monde des investisseurs sont inquiets. C'est pour ça que le message, vraiment la prévision 2021, ça va être une année, on va en souper, l'innovation. On va en souper. Donc, je préviens, ça va continuer. Toutes les nouvelles technologies vont maintenir les indices boursiers, si vous voulez qu'on simplifie les choses. En revanche, vraiment, mon souhait, c'est qu'on n'oublie pas les anciens métiers, et y compris pour mes clients, s'il y en a qui vous écoutent, continuer à investir sur les vieux métiers, parce que je pense que l'aérien, par exemple, que ce soit d'un point de vue protection de planète ou d'un point de vue de réflexion de la façon dont ils transportent les gens, personne ne peut remettre en question le modèle aérien à long terme, c'est pas possible, vu la taille de la planète. En revanche, la façon dont on voyageait jusque-là, elle va changer, et c'est une très bonne chose pour nous et pour nos enfants, c'est certain. Allez, un long pitch de Stéphane, optimiste, sur le. Est-ce que selon vous, Laurent, le concept de destruction créatrice, pour reprendre Joseph Schumpeter, il y a 100 ans. Oui, vers les années 40, je pense, un peu moins, est toujours valable aujourd'hui au sens où il est vertueux. C'est-à-dire que, OK, il y en a qui s'écrasent, mais globalement, comme derrière ça repousse, ça remonte plus haut, y compris pour les gens. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de remises en cause sur le fait que marche pas si bien que ça. Ça existe, la destruction créatrice. Oui, il y a des destructions, oui, il y a des créations derrière, tant mieux. Oui, il y a l'innovation. Globalement, il y a quand même pas mal de gens qui débordent sur les côtés et qui ne sont pas récupérés, par la vague. Il y a deux questions dans votre question. D'abord, c'est toujours trop long aussi. Est-ce que ça existe? Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est l'histoire du monde. C'est l'économie. Si on parle de l'économie, c'est vraiment des boules de billard. Chaque fois qu'on tape dans une boule de billard, il y en a une qui reste et l'autre qui part. Bon, quand on a réussi son coup. Bon, mais c'est l'histoire de la vie. Je veux dire que quand il y avait des voitures, quand il y avait des fiacres à Paris et que l'automobile est arrivée, je veux dire qu'il y a toujours eu la lutte
lutte des nouveaux et des anciens. Voilà. Ça aussi, on n'a rien inventé. Je veux dire, ce qui est toujours intéressant dans le siècle dans lequel nous vivons, Ce qui n'est pas c'est que- forcément les fabricants de Fiat qui ont fabriqué les automobiles. C'est ça le sujet, en Mais fait. Hein. ce qui est intéressant, dans le siècle dans lequel nous vivons, on a toujours l'impression que ce qu'on vit est d'une primauté exemplaire. Mais c'est complètement faux. Je veux dire que Non, ce qui est nouveau, c'est la fermeture d'une économie dans le monde entier pour des raisons extérieures d'une crise sanitaire. Ça, c'est totalement nouveau. Après, la crise économique derrière, elle n'est pas nouvelle. On parlait de Schumpeter et de la destruction positive. Ça a toujours existé. Toujours. C'est la mécanique Donc, naturelle. maintenant, est-ce que quand une innovation se produit, est-ce que les choses sont gérées dans le calme? Est-ce qu'on prévoit ce qui va se passer à ceux qui vont être impactés? Oui, ça existe dans les pays communistes. On voit ce que ça a donné. Hein. Bon, ça c'est plutôt mal terminé. Mais dans l'économie libre dans laquelle nous avons la chance d'appartenir, on ne sait pas d'où vient l'innovation. Et forcément, quand on crée le drive, on va déplacer les choses et on va sans doute rendre obsolète, parfois du jour au lendemain, un métier dit ancien. Mais moi, je suis aussi entrepreneur, donc optimiste, non pas forcément par nature, mais par choix. Je veux dire, on a le devoir, Stéphane et moi, d'être Bien optimistes. sûr, mais c'est pour Parce ça que que si on rentre dans nos boutiques Ouais. et qu'on commence à partager nos angoisses quotidiennes ou hebdomadaires, je veux dire, on va tout le monde va partir. Oui. Et je pense que à chaque fois, on voit bien, vous avez des gens qui sont capables de se réinventer. Ça demande une force intérieure insoupçonnée, insoupçonnable. Et vous avez des gens qui ne sont pas capables. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez une proportion, là je vais parler de manière un peu quantitative, trop importante de gens qui ne sont pas, si vous voulez, réintégrables dans la société, ça se finit aussi pas bien. Regardez ce qui s'est passé pendant les années 30. Ça a donné la Deuxième Guerre mondiale. Donc, même si on pense que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, je pense que d'un point de vue sociétal, il y a une nécessité et un devoir de s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde qui reste sur le quai. Parce que sinon, ceux qui ont la chance d'être dans la locomotive, un jour ou l'autre, la locomotive peut dérailler. Non, mais c'est pour ça que les fusées ou les rocket science, pour prendre l'expression machin, c'est pas uniquement la solution aux mecs qui sont dans des emplois moins qualifiés. Bien sûr, Enfin, donc, à court terme, en tout cas, il n'y a pas cette. J'entends certains propos assez simplistes. Je veux dire que vous ne pouvez pas transformer une caissière en programmeur du jour au lendemain. C'est juste pas possible. Donc la question, c'est comment faire pour qu'on puisse raisonnablement éviter des transitions trop douloureuses, c'est-à-dire du chômage de longue durée, des gens qui commencent à sombrer dans l'alcoolisme, enfin, tout ce que la misère entraîne. La chose qui a changé, me semble-t-il, c'est que par rapport à ce que j'ai compris du passé, c'est que finalement, même le futur n'est plus le même. C'est-à-dire que les choses s'accélèrent. Et donc, la quantité de changements qu'on doit assimiler, nous, aujourd'hui, au XXIe C'est siècle, beaucoup plus important. est beaucoup plus important. Évidemment. C'est clair. Guillaume, juste Après, pour- on aura le souhait juste une petite phrase rapide. Je prends l'exemple parce que vous avez parlé de fiacre et de voiture. La notion de taxi, de transport de personnes, est exactement la destruction créatrice que je pense qu'il faut adapter au XXIe siècle. Évidemment, la mécanique de Schumpeter qui a 100 ans, elle est obsolète dans l'absolu. Mais quand vous avez les taxis, et en France en particulier, où on est à peu près tous d'accord, nous qui avons pris le taxi, en tout cas moi qui le prends très souvent parce que je me balade pas mal, il y avait un moment donné, il y avait un truc qui allait pas dans le monde du taxi. Est arrivé le grand méchant Uber, et puis les autres derrière, Captain et autres, etc. Bon, qu'est-ce que ça a fait? Évidemment, il y a la notion de destruction créatrice, par le prix en plus derrière, ce qui est la pire des choses qui peut arriver. Simplement, aujourd'hui, pour citer quelqu'un d'autre que les VTC, un groupe comme G7, qui était un grand groupe de taxis un peu pépère, ils se sont totalement réinventés. Et c'est ça la bonne chose. C'est que c'est pas une entreprise Oui, doit mais en l'occurrence, s'écrouler. un chauffeur de taxi Uber, globalement, il ne fait pas un métier qui est si différent que ça d'un chauffeur de taxi. C'est le G7, service qui il y a change, 10 c'est ans. juste la notion Oui, de non, mais ce que je veux dire, c'est que le métier, c'est le même. Donc, pour le coup, il n'y a pas de sujet de recaser, entre ça guillemets. détruit le modèle dans la partie j'achetais une licence. Bah, ça, je vais oui, ça rembourser. détruit la rente de la licence de taxi. Mais C'est pour ça que je vous dis, cette notion d'innovation, elle est pas. Il ne faut pas que ce soit une innovation complètement disruptive qui casse le modèle. Je veux dire, alors, des compresseurs, il en faudra toujours. Le compresseur d'aujourd'hui, c'est pas le même que le compresseur de 20 ans. Que le dieu des compresseurs t'entend. On espère. Allez, un souhait. Alors moi, j'ai un souhait un peu plus philosophique, donc un petit peu moins. Faites attention, il faut qu'on puisse suivre. Enfin, en tout cas, moi. Oh, je pense que ça sera simple à comprendre. Moi, écoutez, je souhaite ardemment, parce que je pense qu'on a eu un festival là, depuis 9 mois, moi je souhaite vraiment la destitution de la dictature de la bien-pensance. Je trouve que ça, c'est insupportable. Enfin, moi, c'est devenu insupportable. Alors, faut être la bien-pensance. Je ne vais pas vous demander de la définir, mais au moins, dans votre esprit, de donner deux exemples. Mais ça, c'est la première partie de mon Parce que moi, j'entends bien. Mais... Donc, justement, comme je suis schumpeterien, je commence par la destruction, mais maintenant, je vais suivre par la création. Ouais. Et donc, je propose la destitution de la bien-pensance au profit du bon sens, de la gestion par le bon sens. Et je pense que depuis 9 mois,
eh bien, je dirais, ce qu'on a vécu a agi un petit peu comme un papier pH, comme un révélateur. Et je trouve qu'on a entendu des choses, mais absolument hallucinantes. On a vu des choses hallucinantes. Je prends un exemple simple. Moi, je suis parisien. Bon, donc, eh bien, la période qu'on a traversée était comme difficile pour les populations. Bon. Je veux dire que, eh bien, on a eu des gens qui ont considéré qu'il était plus urgent de faire des pistes cyclables, de mettre des rues en sens unique, de mettre des bits en plastique jaune partout, alors qu'on a absolument pensé pas du tout. Mais en même temps, c'était pas les mêmes qui étaient censés aller dans les hôpitaux. Hein. C'était les. Je ne sais pas parler d'hôpitaux, mais par exemple de pouvoir organiser au niveau d'une ville, de s'assurer que les personnes âgées avaient des livraisons de nourriture, que Habitant au 4e étage. voilà, habitant au 4e étage, que personne n'était laissé pour compte. Enfin, il y avait des milliers de choses à faire, qui d'ailleurs ont été faites par les millions d'entrepreneurs parisiens. Qui ont chacun, finalement, ça s'est plutôt bien organisé. Enfin, ce qu'on a vécu, c'était génial. Bon, voilà un exemple de bien-pensant. C'est-à-dire, en clair, c'est l'orchestre qui se soucie sur le Titanic du morceau qui va jouer. Donc moi, j'espère que cette crise va vraiment, si vous voulez, nous faire redescendre collectivement sur des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terre-à-terre, et qu'on va arrêter, je dirais, les grandes idées bien pensantes qui sont devenues, je parle à titre personnel, donc j'assume mes propos, absolument insupportables. Il y a écrit, voilà, Laurent Wronski, directeur d'Aliervor. Comme responsable de ses propos. comme évidemment. Allez, on va en rester là pour les anticipations 2020. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. On va parler un peu politique industrielle, on va parler patriotisme économique. À tout de suite. Retour dans Late et Smart, on a parlé anticipation 2021. Je voudrais qu'on aborde dans cette deuxième moitié de l'émission un sujet qui touche notamment à la politique industrielle du pays. Comment choisir entre patriotisme économique et attractivité? On en parle ce soir parce que ça a été un des petits, bon, pas événements, enfin en tout cas une des petites actualités de la fin de l'année 2020, la décision du gouvernement français de refuser à un groupe américain qui s'appelle Teledyne de lui refuser l'acquisition d'une PME française qui s'appelle Photonis. Regardez, c'était la tribune, là, c'était donc 18 décembre, donc ça c'était, voilà, ça fait déjà 3 semaines. Photonis, l'État met un veto définitif au rachat par Teledyne, pardon, définitif parce que c'est un feuilleton qui durait depuis le mois de mars 2020. Alors c'est vrai qu'il s'est passé 2-3 trucs depuis le mois de mars 2020 par ailleurs, mais que globalement, l'État a fait des allers-retours. D'ailleurs, d'abord a dit non en mars 2020, non, on ne va pas le faire. Et puis finalement a dit, bah oui, peut-être, a posé un certain nombre de conditions à l'acquisition de cette entreprise, entrée au capital de BPI France, établissement d'un comité de sécurité avec des représentants de l'État, parce que c'est une, faut le préciser, c'est une PME qui travaille notamment dans le secteur de la défense, qui fait les lunettes à infrarouge d'intensification de la lumière pour les soldats. C'est pas une grosse boîte, hein, 150 millions de chiffre d'affaires, quelques centaines de salariés. Et bah, in fine, alors que Teledyne avait accepté toutes les contraintes posées par l'État, bah, finalement, dans ce cadre d'un débat renouvelé sur le patriotisme économique à l'occasion de cette crise, évidemment, eh ben, Bercy a décidé, enfin en tout cas l'État français, je ne sais pas qui a décidé, mais l'État français, in fine, a décidé de dire non à cette acquisition. C'est une première à plein d'égards, notamment c'est une première depuis la nouvelle loi mise en place sur ces sujets où non-réponse de Bercy vaut refus et non pas vaut acceptation, ce qui est un changement radical. Et c'est une première parce que Teledyne, voilà, c'est pas un Russe, c'est pas un Chinois, c'est un Américain. Qui est censé être un pays allié et qui en plus travaille déjà avec le ministère de la Défense. Hein. Donc effectivement, a priori, c'était pas le grand méchant loup. Et face à ça, on peut se dire très bien, c'est le patriotisme économique. Il faut savoir que l'État a essayé, et je conclue là-dessus, a essayé de tout faire pour que des groupes français achètent Photonis, a demandé à Thales, qui est dans ce même métier, dans ce genre de métier, a demandé à Safran. Ils ont tous refusé manifestement parce que l'entreprise n'était pas considérée assez, je sais pas quoi, assez stratégique, assez intéressante. Bref. Comment refuser à un groupe américain avec qui on travaille déjà d'acquérir une PME française, notamment présente dans le secteur de la défense, et en même temps travailler à l'attractivité du pays? Mon lancement était assez long. Je commence par vous, Laurent, qui est industriel, dans un secteur aussi qui a des dimensions stratégiques importantes, je crois, avec le nucléaire. Comment on établit cet équilibre? Bah écoutez, je vais m'autoriser une petite image. Ouais.
Je veux dire, vous pouvez rencontrer une très jolie femme, pas forcément. Faites gaffe, je dirais, tout à l'heure, vous avez pas parlé de la forcément la patronne. ramener chez vous le premier soir. Ouais. Hein, c'est la même question. Moi, je vais vous dire bravo le gouvernement français. D'accord. Ok, parce que on parle de patriotisme économique, mais c'est pas du patriotisme économique, c'est de la souveraineté nationale. Je veux dire, on parle. Non, mais patriotisme, c'est pas un grand mot. Hein. C'est pas un Mais gros j'ai mot, pas c'est pas une mais insulte. Hein. J'ai Oui. pas dit ça, je dis c'est deux choses Oui, différentes. d'accord, Vous voyez, je veux dire que quand on fait preuve de patriotisme économique, c'est différent. d'accord. Là, l'État français n'a pas favorisé, je dirais, une société française au détriment d'une société étrangère. Il a protégé l'intérêt national et la souveraineté nationale. Il faut savoir que Photonis, je veux dire, a une technologie qui est juste quasiment unique au monde et qui est un vrai savoir-faire militaire. Donc, posons-nous la question inverse. Si nous, les petits Français, on avait voulu racheter une boîte chinoise qui était très investie dans le militaire ou une boîte américaine, je ne pense pas qu'on aurait l'autorisation. Parce que les Américains, ils ne se posent pas de questions. Bon, et les Chinois, encore moins. Et il faut savoir qu'en termes d'ailleurs d'espionnage industriel, les Américains, moi je ne suis pas du tout anti-américain, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie, je veux dire, parmi les 3 nations qui espionnent le plus et qui font de l'espionnage industriel, on a les États-Unis qui sont régulièrement en numéro 1 ou en numéro 2. Peu de gens le savent. Bon. Donc que l'État français ait voulu protéger notre souveraineté nationale en matière de défense, eh bien je dis bravo. Là-dessus, il est dans son rôle. Bon. Par contre, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est dans un pays comme le nôtre, comment se fait-il que pour une boîte de cette qualité, on ne trouve pas d'investisseurs et de repreneurs? Ben voilà. Eh ben là, c'est pas un problème d'attractivité, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien sur les marchés. Et là, je pense que Stéphane on connaît quelque chose sur. Sur les marchés, l'État français, semble-t-il, a commencé à demander à des groupes qui avaient largement les moyens et qui sont dans le métier. Mais- En l'occurrence, Thales Mais et Guillaume, Safran, qu'on n'a pas voulu. Que Donc, moi, l'État je suis pas français, spécialiste, je sais- que l'État français ait besoin de demander. Est-ce que l'État français a eu besoin de demander aux gens d'investir dans la Française des Jeux quand elle a été mise sur le marché? Il n'a pas demandé, tout le monde s'est rué dessus et ça a été sursouscrit je ne sais combien de fois. Bon, là, ça prouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien dans notre pays sur le financement des entreprises et compagnie. Mais ça, c'est pas un sujet nouveau. C'est deux choses différentes. Donc, je pense pas que dire non à une société américaine, qui est peut-être d'ailleurs téléguidée par le gouvernement américain, on n'en sait rien, et de protéger notre souveraineté nationale, je veux dire, ça, c'est pas ne pas être attractif. Non, mais quand on parle d'attractivité du Bah, pays, si on veut être c'est attractif, les investissements eh bien, étrangers chez laissez-moi nous. vous C'est donner, pour ça que je... laissez-moi vous donner quelques pistes pour être beaucoup plus attractif. On n'a qu'à supprimer les impôts de production, ça rendrait les choses très attractives. On n'a qu'à rendre, je dirais, le droit du travail, plutôt que d'avoir un bottin mondain, on n'a qu'à le faire en 20 pages comme en Suisse. On sera beaucoup plus attractif. Il y a plein de sujets. Des réglementations qui parfois se télescopent, où personne n'y comprend Ok, rien. on va revenir sur l'après. Votre sentiment à vous sur ce dossier, ce qu'il raconte, Stéphane? Mon sentiment est ambigu, voire même à la limite du paradoxe, parce que le libéral profond que je suis est pour, évidemment, parce qu'il faut être honnête avec ses propres convictions, l'économie de marché, donc une certaine flexibilité dans les échanges, une certaine acceptation de la mondialisation, a fortiori si on peut en être un acteur actif et un des leaders. Donc, Alors, c'est pas la fin de la mondialisation. Les Américains sont les premiers investisseurs en France, 100 milliards, je crois, hein, voilà. c'est colossal. Après les Français, évidemment, les Français sont 5 fois plus élevés. Non, mais c'est important. C'est un pays quand même qui est encore très, très patriote. Non, mais heureusement que les Français sont les premiers investisseurs en France. Loin derrière le Japon, Ouais. où vraiment 100% des investissements au Japon sont faits par les Japonais. Aux États-Unis aussi, tous les investissements aux États-Unis ne sont pas faits que par les Américains. Les Chinois sont des très gros investisseurs aux États-Unis. Dès que ça touche l'armée, dès que ça touche la santé ou ce sujet-là, l'État américain ferme la vis. C'est pour ça que je vous dis c'est paradoxal. Bah, notamment depuis le 45e qui s'en va. À fortiori. Depuis ouais, mais attendez, même non, mais dans la défense, ça même existait avant. ceux Oui, oui, ça existait même avant. Barack Obama, qui était dans la considéré défense, comme... bien sûr. Stéphane a raison. Dans la défense, bien sûr, pas dans les Toujours, télécoms. c'est mécaniquement, même... Bon, voilà. Donc là où il y a le paradoxe, c'est que j'ai envie de dire, je ne peux que partager pour autant à un moment donné le pragmatisme d'un État, d'un Français, qui pour une fois va se dire, hop, là c'est pas incertain. Nous avons une PME qui a une technologie extrêmement pointue, quasiment inégalée dans le monde entier. Je suis, moi, l'armée, parce que l'État c'est l'armée, client, donc j'ai pas envie que l'armée américaine ou que les entreprises américaines deviennent mon fournisseur à 100% sur cette technologie. Parce que l'armée française est déjà cliente de Teledyne sur d'autres technologies. Elle pourrait l'être avec des concurrents de Teledyne dans le monde entier. C'est des trucs beaucoup plus simples d'infrarouge, de sécurisation, de visualisation, les caméras, les machins. Bon. Pour autant, ce qu'il faut regarder dans ce dossier, en tout cas c'est mon point de vue, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire qu'il faut regarder, et Laurent l'a touché du doigt, c'est qu'est-ce que l'État français fait dans un sens et qu'est-ce qu'il fait dans l'autre. Parce que je vais évacuer le financier que je suis, la BPI ou l'État français qui dit à Thales, tiens, va investir là-dedans. En quoi il a le droit de dire ça?
Thales et Non, Safran. mais ce qu'il pourrait faire, c'est avoir un fonds souverain. Aujourd'hui, Par rapport à cette ça, problématique. c'était la deuxième partie. Thales et Safran, je vous rappelle, travaillent quand même évidemment dans le militaire, mais aussi beaucoup dans l'aéronautique. Ça n'échappera à personne que ces derniers mois, pardon, Oui. l'aéronautique, c'est niette. Vous ne demandez pas à Thales ou à Safran d'investir dans quoi que ce soit, parce qu'en ce moment, ils sont juste en train d'essayer d'assurer le fait que leur gros Business principal, client, Airbus, Ouais. alors, en ce moment, c'est pas top, parce que Air France va pas bien, parce que même Emirates a stoppé les... Ouais. Bon. La deuxième chose, c'est les fonds. Parce que la BPI, moi je suis un libéral, donc en fait l'État doit intervenir dans la sécurité, l'État doit intervenir dans le militaire, l'État doit intervenir dans la santé et surtout dans l'éducation. Bon. En revanche, l'État ne doit jamais être un acteur économique, même si la BPI fait des choses très bien. Bon. Donc un fonds souverain, on oublie, parce que ça, ce serait une idée fondamentalement tellement pas du tout 21e siècle que ça serait complètement aberrant. Donc on pourrait se dire, Pourquoi Restons là-dessus. parce que Laurent l'a rappelé, quand l'État se mêle d'économie, en général, ça finit que tout le monde est... Ah non, un pareil, fonds pas souverain, tout c'est en pareil. tant qu'investisseur, c'est pas en tant qu'opérateur. L'État qui se mêle d'économie, c'est les nationalisations. Le Un raisonnement- fonds souverain, le patron du fonds souverain norvégien qui doit faire 1000 milliards, qui est le plus gros fonds souverain du monde, je crois, c'est pas lui qui décide comment les boîtes sont gérées, sauf que l'avenir des Norvégiens, il est assuré par la taille de ce fonds souverain. Mais Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui rapporte de l'argent au fonds souverain norvégien comme au fonds souverain qatari? C'est une matière première qui va s'arrêter. Donc le pétrole, Ah, oui, le bah, fonds souverain, il a une duration. Le fonds souverain norvégien, il gère son argent de façon extrêmement pragmatique parce qu'il sait qu'un jour, il y aura plus le de pétrole. pétrole, en ce moment, ne vaut plus assez pour qu'il aille le chercher dans le offshore. Il vaut mieux acheter du pétrole aux États-Unis pour un Norvégien que d'utiliser son pétrole national. Donc le fonds souverain, heureusement qu'il a mis de l'argent de côté. En France, il y a une chose qui est indéniable, c'est pas être un ultra-libéral que de dire ça, c'est que la preuve en est des 50 dernières années, 40, les 40 dernières années que je peux constater entre guillemets, c'est que l'État français n'est pas un bon gestionnaire. Pourquoi? Parce que le fonds souverain, quelle que soit la qualité des gens qui y sont, et je salue le travail du patron de la BPI qui est top, et toute son équipe, etc. Je dis juste que quand vous avez un fonds souverain en France, il n'y a pas d'actionnaire. Parce que l'État français n'est pas actionnaire. L'État français est une banque. On l'a vu avec toutes les gabegies fondamentales qu'il a pu avoir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pragmatisme dans l'État français actionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il ne va pas dire à un moment donné, comme un actionnaire d'Hervor ou de Net Investissement, je coupe. Et alors comment on fait avec Photonis aujourd'hui? On dit non à l'acheteur, mais du coup, on n'a pas d'acheteur. On a un vendeur, on a un actionnaire qui est un fonds d'investissement français qui s'appelle Ardian, qui, comme tous les fonds d'investissement, a besoin de faire tourner son portefeuille. Ça fait 7-8 ans ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Donc, Quel est l'argent d'Ardian, Guillaume? C'était ça mon dernier point par rapport au fonds souverain. Il vient d'où l'argent d'Ardian? C'est un fonds d'investissement Ardian. Qui sont les actionnaires et qui sont les investisseurs d'Ardian? Au départ, il y a AXA, je crois, parce que voilà, et après, j'imagine qu'il y a plein d'actionnaires institutionnels. L'actionnariat d'AXA, c'est là où je vous dis c'est paradoxal. Ouais. C'est là où je partage quand même fondamentalement le raisonnement de Laurent, de dire bravo à l'État à un moment donné quand il estime que c'est grave. Parce qu'en fait, la mondialisation, elle existe de toute façon, y compris aux États-Unis. Vous avez un Bridgepoint, qui est un énorme fonds, un BlackRock, qui sont d'énormes fonds. Quel est l'argent qu'utilisent ces fonds? Cet argent, il est international. Oui, Les investisseurs c'est de l'argent d'autres fonds, d'ailleurs, ce qui est simple. Exactement, c'est de l'argent d'autres fonds qui sont parfois cotés dans des pays improbables. Ouais. Parce que dans la liste, et je finirai là-dessus, pardon Laurent, en France, les cibles d'investisseurs qui prennent la France comme étant la bonne cible d'investisseurs. Évidemment, les Français, plus de 500 milliards, je crois, comme ça. Après, c'est les Américains, 110 milliards. Est-ce que vous connaissez les deux pays qui viennent derrière? Le Luxembourg et la Suisse. Si c'est des pays... C'est parce qu'en fait, la nationalité des fonds qui investissent en France sont luxembourgeois et suisses. Oui. Je suis financier depuis 20 ans. C'est ça pas de n'échappe à l'argent personne. fondamentalement On ni sait luxembourgeois pourquoi. ni Ah, suisse. c'est parce qu'en fait, Voilà. ce sont des endroits où il y a des systèmes bancaires extrêmement attractifs. L'argent, en fait, il vient de Français, De partout dans le d'Allemands, monde, d'Italiens, oui. pour placer dans un fonds luxembourgeois qui a investi en une entreprise française. Voilà, c'est pour ça que la traçabilité, il faut faire très attention, parce qu'on est incapable de le faire dans l'autre sens. Quand les Polonais achètent des avions, ils finissent par acheter des avions américains. Donc si je suis le raisonnement de Laurent, et je suis fondamentalement nationaliste, et je l'assume, je préférais qu'on achète français. Bon, déjà, on préférait qu'on achète européen. Le Polonais, l'État polonais, il est européen, il achète des avions à l'armée américaine, enfin aux fournisseurs américains. C'est pas normal. Voilà, il devrait acheter des avions de l'armée, soit britannique, jusque-là, soit français. Si on allait dans ce raisonnement-là, on n'aurait pas dû laisser PSA rentrer dans Fiat et Chrysler. Parce qu'il y a des activités chez PSA qui sont des activités qu'on pourrait juger comme étant déterminantes. Évidemment, pas la 300, pas la 3008, c'est un produit de consommation. Il y a plein d'exemples comme ça. Les chantiers navals, si je ne m'abuse, ils sont passés sous pavillon américain ou pavillon chinois. Les chantiers navals de Saint-Nazaire. Il y a des bateaux de guerre. Non, ça c'est les Italiens qui sont en train de... Alors, les Italiens, mais c'est pas fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En fait, l'État français n'est pas toujours regardant
dans ce sens-là. Il ne veut pas laisser rentrer des fonds, mais les Italiens n'ont pas laissé... Donc, ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas cohérent. En fait, il C'est faut que vous regarder... applaudissez à l'opération comme Laurent, mais vous dites derrière, vous n'en êtes pas cohérent. Mon raisonnement paradoxal dit que c'est pas forcément est-ce qu'il faut protéger ou pas. Je dis juste c'est la façon dont on le fait. C'est-à-dire que si on tolère, et je sais que Laurent peut le dire, parce qu'on a eu plein de conversations sur ce sujet, les Allemands sont extrêmement patriotiques dans la défense de leur industrie. Il est bien placé pour le savoir, parce que je crois que c'est la dernière entreprise française de son secteur. Si lui le faisait en face, ça ne serait pas perçu de la bonne façon. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est oui pour le bien, comment tu as dit, le bon sens et pas la bien-pensance sur un sujet qui pourrait être déterminant pour l'armée française, mais dans ces cas-là, elle n'est pas cliente de Teledyne. Je vous résume comme ça. Voilà. Pardon d'être long dans mon propos. Parce que c'est paradoxal. C'est pas des sujets qu'on peut. Ah donc oui, c'est l'État n'est pas très cohérent. Ce Oui, sentiment. oui, je pense que la distinction entre patriotisme économique et souveraineté nationale, c'est deux choses différentes. Je prends un exemple. Imaginez qu'une mairie a besoin de renouveler sa flotte de véhicules. Une mairie. Une mairie. Pardon. Okay, donc elle hésite entre une Peugeot et une marque italienne. Alors là, on peut dire oui, patriotisme, on va favoriser la marque française. Bon. Là, c'est pas une question de patriotisme. On ne favorise pas une entreprise. Vous avez posé la question tout à l'heure. Vous avez dit, alors, concrètement, on fait quoi pour financer l'entreprise? Quand l'État français a décidé il y a 9 mois, au nom du bien public, de fermer les hôtels, les restaurants, les cinémas. Ok, il y a eu des aides, mais on sait très bien qu'il y a des cinémas qui réouvriront jamais, qu'il y a des hôtels qui réouvriront jamais. Là, on ne se pose pas la question. On dit, c'est une question, supérieur du pays. c'est l'intérêt supérieur du pays, c'est la santé publique. On ferme. Et après, on dit un peu aux gens, sans le dire, bah, débrouillez-vous. Bon, là, c'est pareil. Je veux dire, là, c'est une question de défense. C'est pas une question du méchant investisseur étranger. C'est-à-dire que celui qui peut acquérir ces technologies peut nous menacer au niveau de notre sécurité. Surtout qu'il avait envie. Oui, mais alors, Donc voilà, donc en clair, on bloque, c'est normal. Et ben après, Photonis. Non, mais après, on ne va pas croire qu'il n'y a pas de pièces américaines dans un Rafale, qu'il n'y a pas de pièces américaines dans un sous-marin nucléaire, qu'il n'y a pas. J'entends on bien. n'est pas à 100%. Enfin, mais oui, enfin, je me fais l'avocat du diable. Guillaume, vous avez raison, mais ça, c'est une question. Par contre, il n'y a pas de pièces chinoises et de pièces russes. Puisqu'au début de l'émission, vous nous avez posé des questions sur ce que finalement, ce qu'on souhaitait, etc. Bah écoutez, il y a encore 9 mois, la France, 5e puissance mondiale, était incapable de fabriquer un outil de très haute technologie, à savoir un malheureux masque en papier. Et donc, on a découvert que les masques en papier, ils étaient tous fabriqués chez les Chinois. Bah, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Mais le monde entier l'a découvert pour le coup, parce qu'avec les Chinois qui le fabriquaient. Peut-être que. Est-ce qu'on a envie que 93% des composants qui rentrent dans les produits pharmaceutiques génériques soient fabriqués dans les pays low cost? Non, mais en clair, qu'on soit incapable de fabriquer la Ce que vous dites, c'est la différence entre patriotisme et voilà les questions qu'il faut se poser. Sur la défense, on n'a plutôt pas intérêt à ce que toutes les pièces soient fabriquées ailleurs. Oui, c'est certain, Stéphane. Il y a un vrai sujet sur tout ce qui touche à l'armée, parce que c'est au-delà de la souveraineté nationale, parce qu'on est quand même, on doit normalement promouvoir l'Europe. J'ai envie de dire que normalement, on devrait essayer d'éviter, même nous. Alors les Allemands, attendez, puisque vous parlez de l'Europe, il y a eu un schéma un peu similaire, mi-décembre également, Berlin qui a annoncé, c'est mercredi 16 décembre, donc au même temps, avoir pris 25% d'un équipementier de défense allemand qui s'appelle Hensoldt, qui donc un fournisseur de la Bundeswehr, et donc 25% d'indemnité de blocage en Allemagne, je crois. Donc c'est une boîte plus grosse, qui fait un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires et qui travaille dans les radars pour détecter des furtifs ou capteurs pour les nouveaux Eurofighter, qui est donc le concurrent du Rafale, l'avion de combat européen. Là, effectivement, là, il y a un investissement, c'est l'argent de l'État allemand, oui, justement, qui achète 20% de la boîte pour être sûr que qu'on lui demandera son avis, ou en tout cas pour empêcher demain que la boîte tombe dans. Le gouvernement allemand, peu de temps avant Photonis, j'ai oublié le nom de l'entreprise, il a bloqué un rachat important. À Siemens, il y avait eu un sujet avec Siemens. Il ne se pose pas de questions. Alors après, bon, est-ce que donc la question dans la question, c'est est-ce que c'est à l'État français de trouver les fonds pour investir dans l'entreprise et puis faire quelque part un cordon sanitaire financier? Ça, c'est une autre question. Là, moi, je rejoins tout à fait Stéphane. Moi, je ne suis pas du tout en faveur de l'État actionnaire. Je pense que l'historique de l'État actionnaire est juste une catastrophe. Ouais. Bon, mais je ne crois pas que l'une des missions régaliennes de l'État, c'est la défense nationale. Bien sûr. Et là, c'est une question de défense. Donc il doit faire un environnement économique qui fait qu'on trouve l'argent en interne et qu'on n'a pas besoin des fonds américains. Et tu sais comme moi que le problème des fonds propres des entreprises en France, c'est un problème récurrent. Alors ça, c'est un autre sujet, on en reparlera. De l'épargne. Vous aviez l'air de dire, Stéphane, que c'est pas un sujet français, ça doit être un sujet européen. Moi, j'avais suivi tout le sujet d'Arcelor il y a une quinzaine d'années avec Mittal. Après, il y a eu Siemens qui devait fusionner avec je ne sais plus qui. Puis avec Alstom. Alstom, voilà, exactement. Dans les trains. L'État allemand a dit niet. On est quand même franco-allemand. Donc là, c'est encore plus aberrant
qu'un pays allié comme les États-Unis. C'est le couple fondateur de l'Europe. Mais donc tout ça on met de côté. C'est pour ça que je vous dis c'est un paradoxe. Depuis 6 mois, l'État français a Ouais. vignette pour Renault Fiat. Si on s'intéresse à ce dossier, je vous avouerai qu'au mois de décembre, c'est passé, je ne l'ai pas fait attention. Oui, non, c'est pour ça que je voulais revenir. Parce que... J'ai regardé d'un point de vue avec l'œil du financier, donc de l'investisseur, etc. Bon, il y a un fait qui fait que aussi Safran, Thales et autres ne veulent pas forcément rentrer dans cette opération avec l'État français ou pas. C'est que la valorisation que Teledyne donnait à Photonis, c'était 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus élevé que, c'est ce qu'a répondu, je crois, Thales de mémoire, qui a dit, attendez les gars, nous on veut bien, mais là c'est beaucoup trop cher en fait. Ce qui rejoint ce que disait tout à l'heure Laurent, en disant, ouais, ou vous peut-être Guillaume, qui disait, peut-être que l'État américain derrière pilote parce que cette technologie devient... Voilà, donc les Américains sont prêts à payer cher. Et C'est je ce qu'ils je pense qu'il ne faut pas être naïf. La preuve, c'est que Teledyne a acheté finalement un très gros acteur qui est coté au Nasdaq, qui fait à peu près ces technologies-là, qui n'a pas la technologie Oui, qui s'appelle de Flick ou Photonis, Flix. voilà, un truc comme ça. C'est une boîte qui coûte beaucoup plus cher, Ouais. 16 fois plus cher, je crois 8 milliards, mais qui donc va créer un espèce de géant de la techno qui mettra des moyens pour la recherche. Et c'est là où je vous dis que c'est paradoxal. Parce que le libéral que je suis va vous dire, le problème c'est que ça va coûter cher à Photonis, parce que dans un an ou deux, Teledyne plus sa nouvelle filiale auront les moyens de créer la C'est même un des sujets. technologie. C'est qu'est-ce que ça devient dans 2-3 ans. Donc le seul client de Photonis demain sera l'État français, qui va donc réussir sa conversion en acteur économique. Mais bon, l'armée, c'est que 6% du chiffre d'affaires de Photonis. Hein. C'est un petit bout. Je Hein. ne connais pas le dossier assez, en fait, pour qu'on... Non, mais c'est pour ça que c'était sur le principe, hein, évidemment, qu'on ne connaît pas des Soyons spécialistes. optimistes, espérons que Photonis vendra sa technologie à une armée européenne. par exemple. Allez, par on en exemple. reste là sur ce débat. Je voudrais quand même qu'on balaye 2-3 sujets plus anecdotiques en fin d'émission tout de suite. Important, plus légère ces actualités ou pas. On va balayer quelques sujets là en fin d'émission comme à chaque fois on a appris. Regardez, c'est l'opinion, non c'est Politico. Politico qui nous a appris aujourd'hui que finalement cette stratégie vaccinale française, elle avait été notamment déterminée, ou en tout cas elle était en train d'être appliquée avec l'aide du cabinet de conseil McKinsey qui a donc été choisi par la France pour l'aider sur sa stratégie vaccinale avec 3 missions spécifiques qui a été confiée au cabinet de consultants privés. Nous dit Politico, dixit le ministère, cadrage logistique, benchmarking des pratiques à l'étranger et, c'est pas affiché, mais je me souviens, support opérationnel des équipes de la task force. Là. Vous connaissez bien le métier du conseil dans une vie précédente, je crois. Ma première Laurence, vie, ouais. c'est normal que le gouvernement français ça paye un grand cabinet de conseil en stratégie d'entreprise américain. Tiens, on parlait de cabinet américain pour déterminer sa stratégie vaccinale. Alors, on va pas être méchant, on va pas dire on voit le résultat parce qu'on n'est qu'au début, mais... Bon, moi, je suis très surpris de voir ça, quoi. Je veux dire, j'ai fait du conseil. Donc, moi, je suis ravi pour McKinsey. Ils ont vendu sans doute une magnifique étude. Mais je veux dire, à quoi sert le Quai d'Orsay ? Il suffit d'aller voir les pays là dans le monde qui ont les best practices. Il n'y a pas besoin de faire des matrices dans tous les sens. Je sais pas, il y a les Israéliens, je crois, qui ont réussi un truc absolument hallucinant. Ils sont à 15% de la population. Il suffit de passer les bons coups de téléphone, aux bonnes personnes derrière les bons bureaux dans les bons pays. Il n'y a pas besoin de McKinsey et on va pouvoir économiser le denier public. D'accord. Un sentiment, une réaction, une analyse, Stéphane. Moi, je suis pour de temps en temps que des organismes privés, qu'ils soient américains, français, allemands, ce que vous voulez, viennent aider l'État français, ou en tout cas les organismes de l'État, toutes les commissions qu'on a, peut-être à améliorer leur propre process. En revanche, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, probablement que les gens de McKinsey qui aident l'État français, c'est des Français. Hein, c'est pas des mecs qui viennent en avion avec le cigare et qui parlent américain. Hein, cigare en avion, on peut plus. Oui, c'est vrai. je ne peux que suivre Laurent dans ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de commissions et autres groupes de réflexion ou même associations professionnelles, des gens qui connaissent ce qui se passe dans l'entreprise, dans la vie, etc., pour pas avoir besoin forcément des savoir-faire de consultants qui coûtent une fortune. C'est à l'image de certain nombre de rôles que l'État français veut avoir, parce qu'il se veut omnipotent. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait des dossiers sur lesquels l'État français devrait continuer à se mêler. Mais allez, on parlait d'entreprises américaines. On reste aux États-Unis avec un truc très marrant, c'est l'agenda qui a été envoyé ce matin aux correspondants accrédités à la Maison Blanche. Donc c'est une note de pool. Alors le pool, c'est comment se passent les images et les sons, voilà. Et alors ce qui est génial, c'est qu'effectivement l'agenda du président des États-Unis aujourd'hui, c'est President Trump
will work from early in the morning until late in the evening. Donc, il va travailler de tôt le matin jusqu'à tard le soir. He will make many phone calls and have many meetings. C'est absolument génial. Donc, le président des États-Unis, il est encore président des États-Unis encore pour 15 jours. Il passe des coups de fil et ça fait, je crois que ça fait assez longtemps. Non, alors aujourd'hui, en plus, il y a un truc important, comme vous savez, c'est les élections dans l'État de Géorgie qui sont susceptibles de faire la bascule au Sénat. Il faut tourner la page Trump rapidement Bon, de toute façon, elle se tourne. Elle se tourne, donc on n'y est pour rien. C'est comme Schumpeter, de toute façon, si vous voulez, c'est inexorable. Voilà. Là, dans 15 jours, c'est terminé, game over. Un commentaire, ça peut être sans commentaire. Non, si, le commentaire très rapide, c'est que ça va aller dans le sens, et j'ai hâte de voir ça, la passation. Est-ce qu'il va venir à la passation ou pas? Moi, je pense que oui. Mais c'est assez drôle parce que ça montre tout à fait ce qui se passe entre novembre et janvier à chaque élection américaine. C'est un peu ridicule, cette partie de leur système politique où on ne comprend pas trop ce que fait ce président qui sort. Et pendant 3 mois, s'il n'a pas envie vraiment de jouer le jeu, comme ils l'ont quasiment tous fait. Ça date des diligences, hein, c'est parce qu'à l'époque, il fallait être sûr que tout le monde puisse venir à Washington, y compris de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est génial. Ouais. Guillaume, est-ce que vous avez vu, il y a eu un document qui a été signé par 12 anciens ministres de la Défense américains. Ouais, qui ont dit que l'armée n'avait pas à se mêler des processus électoraux. Moi, quand j'ai vu ça, démocrates et républicains. moi, je me suis quand même posé la question. Je me dis, tiens, pour qu'il y ait 12 anciens ministres de la Défense américains qui signent ce document et qui rappellent la séparation de l'armée et de l'État, je me suis dit, ça, c'est quand même assez étonnant. C'est la première fois que je vois ça aux États-Unis. Ouais. Donc, on peut se poser des... J'espère que la transition se passera entre gentlemen. Hein. Normalement, les républicains, en tout cas les élus, même au Sénat, ont quand même basculé dans le camp de l'acceptation de tout ça. Et heureusement. Rien à voir. FIP Radio a 50 ans aujourd'hui, le 5 janvier 1971. Alors, ça fait plaisir aux gens de Radio France, ça c'est bien normal. Un truc génial, c'est @Jack. Vous savez que c'est @Jack, c'est donc le compte Twitter de Jack Dorsey, qui est donc actuel patron de Twitter et cofondateur à l'époque, qui nous dit I love FIP Radio, best and most eclectic radio stream out there, FIP 50. Il n'y a aucun commentaire à faire, c'est absolument sans commentaire, mais voilà, Jack Dorsey, le patron de Twitter, écoute FIP, ce qui est quand même un truc totalement improbable. Si vous n'êtes pas parisien, vous ne connaissez peut-être pas FIP, mais bon, renseignez-vous, c'est spécial, c'est à la France. Et puis, au marché du... Ou pas. Ouais, si, Moi, je veux dire, moi, quand j'entends FIP, moi, j'ai une image, si vous voulez, mon père conduisait les DS, donc comme tous les enfants de cette génération, nous étions malades à l'arrière, donc moi, j'ai l'image de ma mère qui met FIP, mon père dans la DS, les fenêtres fermées, mon père qui fume avec ma mère dans la voiture, et puis nous qui avions envie pas de venir attaché, évidemment. Ah, ben, évidemment. Et bien, FIP existe toujours. FIP existe toujours. FIP a 50 ans. C'était que des femmes, très suaves. On fume plus, ça s'appelle les FIPettes, elles sont toujours là. Alors, il y a quelques hommes, mais c'est quand même d'abord les FIPettes. Allez, au marché de Tokyo, la vente aux enchères du Bluefin Tuna, c'est-à-dire le thon de meilleure qualité, 459 livres. Il a été vendu 200 000 €. Vous dites c'est beaucoup? Ah non, c'est pas cher. C'est 90% de moins qu'il y a un an. Non, c'est pas cher du tout. L'année dernière, c'est 2 millions. L'année dernière, il était de 2 millions de dollars. Cette année, 200 000 $ simplement. Le plus gros, c'est la vente, c'est un peu symbolique, de début d'année du marché au poisson Toyosu Fish Market de Tokyo. Là, voilà. C'est pas tant. 90% de baisse parce que le marché des restaurants j'ai été à ce Tokyo, marché. Il faut savoir que ce qui est assez étonnant, c'est que donc on voit les thons et donc les acheteurs goûtent. Alors il y a une espèce de perche. On vient un petit peu perforer le thon et vous goûtez le thon. Donc c'est des gens qui sont comme quand on goûte un vin et après vous... Oui, un peu comme le sachet de cocaïne dans les films aussi. Exactement. Ouais. Alors, à 5h du matin, c'est bien, ça réveille. Et puis donc après vous êtes capable de proposer un prix pour acheter le Blue Tuna. Ah. C'est pas cher, hein. Il y en a qui se vendent à plus d'1 million de dollars. Oui, bah écoutez, l'année dernière, celui-là, le premier thon de l'année, l'année dernière, il s'était vendu à 2 millions. Cette année, il s'est vendu à 200 000. C'est aussi un marqueur. C'est pas un marché financier comme les autres. Non, hein, mais c'est pas ça. Mais là, ça rejoint ce que disait Laurent tout à l'heure dans sa prévision. On revient à des choses plus concrètes et aux valeurs plus concrètes et plus raisonnables. Peut-être parce qu'un thon à $1 million, j'ai du mal à faire. $1 million. Ah, ça fait cher le thon. J'ai du mal ça fait faire le souci, comme tu disais. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse payer aussi cher. Là, on se rend compte peut-être chose qu'il y a d'autres priorités en ce moment. Ah oui, mais de payer c'est un ton de qualité. Allez, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Ça aurait pu être sans commentaire toutes ces dernières trucs, mais vous avez réussi à les commenter. Bravo. Merci à tous les deux. On se retrouve quant à nous demain, même heure sur Bismart. À demain.